vous présente notre prochain conférencier pendant qu'on finalise l'installation de son ordinateur, Monsieur Yves Lepère, qui est licencié en kinésithérapie de l'Université libre de Bruxelles depuis 1973, également diplômé en ostéopathie de l'IWGS, ça je ne suis pas trop sûre, c'est où? C'est juste? Depuis 1980, en France, depuis 1981. Il est bachelier en philosophie de l'Université catholique de Louvain en 1996. Il a un DEA en philosophie de la médecine, toujours de l'Université libre de Bruxelles, ça c'était en 99. Président fondateur et actuel de l'Académie d'ostéopathie de la Belgique, enseignant et directeur des études du Sutherland College of Osteopathic Medicine, enseignant dans de nombreuses institutions étrangères, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles et aujourd'hui, docteur en philosophie. Y a-t-il d'autres choses que j'ai manquées aussi? Et aujourd'hui, il nous parle d'une première mondiale en cinématique 3D in vivo et segmentaire sur le rachis cervical. C'est bien ça? C'est bien ça. Ça nous fait plaisir de l'accueillir. On va être prêt dans quelques secondes. Je disais donc que dans le monde de l'ostéopathie, on a déjà visité quelques continents, hein. Il y a aussi un petit pays qui s'appelle la Belgique, un pays un peu particulier, surréaliste, divisé, comme vous le savez, en deux communautés qui ont un peu de mal à s'entendre, mais j'ai appris qu'Armand Gersanois allait se rendre à Bruxelles prochainement. J'imagine donc que quand je rentrerai, il y aura un gouvernement. Dans ce petit pays, nous avons, je pense, créé quelque chose d'assez original en Europe, à savoir un enseignement de l'ostéopathie dans une structure universitaire, une grosse structure universitaire, l'Université libre de Bruxelles, qui est une université qui regroupe toutes les facultés possibles et imaginables, hein, de philosophie, ingénieurs civils, la linguistique, l'informatique, les sciences économiques, la médecine, la pharmacie, la science dentaire, etc. Et ça, c'est un avantage considérable d'avoir ce genre d'université qui regroupe plusieurs facultés parce que précisément, les contacts avec d'autres spécialités comme l'engineering par exemple ou comme la faculté de médecine permettent de développer des programmes de recherche avec des compétences multiples et d'éviter précisément que ce soit les pauvres étudiants qui soient chargés de trouver de nouveaux sujets, comme l'a dit Clive Standen, et je rejoins pleinement son point de vue. Toutefois, une université a pour vocation, bien sûr, de former néanmoins des chercheurs, mais aussi de procurer des recherches et de les publier. Alors, à ce propos, j'ai une petite discussion avec un de nos amis et confrères français, M. Pomerol, qui me soulignait, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que beaucoup de publications scientifiques sont publiées et traitent de l'ostéopathie sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, toute publication en biomécanique dans Spine et dans bien d'autres publications portant sur les manipulations, les chiropracteurs, certaines revues anglophones de thérapie manuelle publient des choses qui sont totalement en rapport avec notre profession et on l'oublie. Ce qui manque, ce sont des revues scientifiques spécialisées en ostéopathie. Ça, et donc la transparence, la vitrine scientifique est de ce fait-là peu présente. Alors, donc dans cette université, nous avons créé un enseignement de l'ostéopathie à temps plein dans une faculté qui s'appelle la faculté des sciences de la motricité. Cette faculté est divisée en 3 secteurs maintenant, donc depuis 7 ans, puisque les premiers étudiants sont sortis l'année passée, les premiers masters en ostéopathie. Il y a 3 secteurs, un secteur éducation physique, donc qui forme des futurs professeurs d'éducation physique, un secteur kinésithérapie qui forme des licences en kinésithérapie et des masters complémentaires en ostéopathie parce que l'enseignement s'étale sur 6 années et selon les accords de Bologne, le système Bologne prévoit 3 bachelors, 2 masters et puis éventuellement une formation doctorale en 3 ans. Pour pouvoir néanmoins prolonger un peu l'étude comme nous le voulions, on a dû donc ajouter une année de master complémentaire. Donc ça, c'est pour la structure. Donc la faculté des sciences de la motricité, la voilà. C'est sur le campus de l'hôpital Erasme. À côté, nous avons un bâtiment pour les sciences de la santé et un autre grand bâtiment pour la faculté de médecine.
La faculté de médecine s'est engagée dans cette formation en ostéopathie. C'est donc une formation interfacultaire entre les facultés des sciences de la motricité et la faculté de médecine. Les étudiants, à partir de la première année de master, suivent les cours essentiellement d'ostéopathie, avec évidemment les enseignants chargés de ces cours-là, et la formation en sémiologie, en physiopathologie et dans toutes les sciences médicales se fait en même temps que les étudiants en médecine. Les étudiants ostéopathes qui sortent de cette université ne revendiquent pas, et c'est une démarche délibérée, la possibilité de prescrire, parce que là aussi, comme nous en discutions hier, ça serait probablement la fin de l'ostéopathie telle que nous la défendons et telle que nous la connaissons. Alors, dans cette université, il y a un avantage, c'est qu'il y a une grande culture scientifique, comme dans toute université, et c'est une facilité donc pour développer des projets de recherche et pour avoir également les moyens financiers pour y accéder, même si aujourd'hui toutes les universités européennes se serrent un peu la vis parce que les moyens dédiés par les États à la recherche sont de plus en plus faibles. Ça n'a pas empêché donc notre ami Paul, que je représente ici, et notre ami Walid Salem de diriger depuis pas mal d'années un certain nombre de recherches qui intéressent et qui interpellent aussi l'ostéopathie. L'ostéopathie est une source de curiosité, c'est une source d'étonnement permanent, et donc c'est une source également de projets et de nouvelles recherches. Et en ce sens, ça intéresse pas mal de chercheurs qui, tant les neurophysiologistes que les biomécaniciens ou les anatomistes, sont interpellés par notre pratique clinique. Là aussi, il faut revenir à cette idée que la clinique est première en médecine. C'est Canguilhem qui souligne ça, qui est un médecin et philosophe français, qui souligne qu'en effet, il n'y a pas de médecins, plutôt de malades parce qu'il y a des médecins, mais bien des médecins parce qu'il y a des malades. Et donc la clinique doit rester première, et ça lève déjà une des tensions qui pourrait exister entre le clinicien et le chercheur. Les deux sont nécessaires, mais dans un premier temps, la clinique s'impose. Et c'est peut-être pour ça que la clinique ostéopathique étant relativement récente dans notre histoire et dans l'histoire de nos contrées, il est assez normal que la recherche soit en retard. Parce que la clinique s'est imposée d'abord, tout naturellement, la demande, un état de fait s'est réalisé, et maintenant nous sommes dans cette phase un peu critique où il va falloir essayer de valider nos affirmations, de vérifier nos théories, de les invalider, de les mettre à l'épreuve de la science. Un des grands mérites de l'ostéopathie par rapport à beaucoup d'autres médecines complémentaires, c'est que je prétends qu'elle peut être un objet de science. À partir du moment où on applique des forces sur un individu, on a des choses qui sont mesurables. Et donc, l'ostéopathie est un objet potentiel de science. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, il est évident que c'est à des chercheurs professionnels qu'il revient de réaliser des travaux qui soient de haut niveau, parce que ce n'est qu'à ce prix que nous seront crédibles au sein des communautés scientifiques. Alors, les thèmes abordés par notre ami Paul, je vais essayer de m'y retrouver. Il a donc divisé cet exposé, vous le voyez, en 5 parties. D'abord, une partie un peu didactique. Je vais essayer de ne pas trop m'y attarder parce que vous savez, Stephen Hawking, dans son ouvrage sur la physique, qui s'appelait Une brève histoire du temps, avait déjà réalisé que chaque fois qu'il introduisait une formule mathématique, il perdait à peu près 10 000 lecteurs. Donc nous allons essayer de ne pas tomber dans ce travers, d'autant plus que ce n'est pas vraiment mon domaine. Donc comment décrire un mouvement? Je pense que c'est toutefois utile pour pouvoir comprendre ce qui va suivre. Ensuite, on vous parlera précisément de ce que l'on sait aujourd'hui, de ce que la revue de littérature montre, mais aussi de ce que nos travaux ont permis de mettre en évidence au niveau de l'étage cervical C2, C7, ensuite C0, C2. Ensuite, nous verrons ce que nous avons réalisé à partir des techniques haute vélocité, basse amplitude, par reconstruction tridimensionnelle. C'est en fait cette partie-là qui est une première mondiale. Et les techniques utilisées sont des techniques que j'avais apprises en son temps avec notre ami qui est au premier rang, Clive Standen, je lui rends hommage. C'est les paramètres mineurs qui ont été utilisés pour cette étude. Et ensuite, une étude qui a été réalisée aussi par Walid Salem en reconstruction également, qui porte sur l'artère vertébrale, puisque vous savez que c'est un des sujets clés des risques des manipulations cervicales de type haute vélocité, basse amplitude. Et je pense qu'il est aussi important que les ostéopathes mettent eux-mêmes en place les protocoles expérimentaux qui visent à limiter leur action et ne pas attendre que ce soit imposé par un monde extérieur qui ne connaît rien à notre profession.
Alors, le modèle classique pour décrire un mouvement, qui est un modèle purement, je dirais, didactique, pédagogique, ce sont les angles et les repères anatomiques. Cela n'est d'aucune utilité lorsqu'il s'agit d'essayer de comprendre exactement ce qui se passe lors d'un mouvement et d'essayer de le reconstruire par les moyens modernes. Toutefois, bon, tout le monde sait qu'on peut parler de plan frontal, de plan sagittal, de plan horizontal, et de décrire des mouvements par rapport à ces différents axes décrits au sein de ces plans. Bon, il est clair que dès que l'on fait ceci, on n'est déjà plus dans les plans qui sont décrits par l'anatomie. Une autre façon de présenter les choses de manière didactique, et là on rentre plus déjà dans la physiologie du mouvement, dans la biomécanique, et on s'éloigne un peu de l'anatomie stricte, ce sont les systèmes liés à l'articulation, ou en anglais Joint Coordinate System. Vous voyez que là, on va décrire déjà des axes permettant d'évaluer une rotation interne suivie éventuellement d'une flexion, d'une abduction, etc. Mais c'est totalement insuffisant mathématiquement pour pouvoir faire de la reconstruction tridimensionnelle. Alors nous en arrivons à M. Cardan, qui déjà en 1500, il est né en 1501, c'est un anatomiste italien. C'est d'ailleurs Cardano son vrai nom, j'ai vérifié ce matin sur Google, je ne suis pas sûr. Et donc, M. Cardano a déjà, à cette époque, donc au XVIe siècle, élaboré un système de référence qui est tout à fait pertinent, prolongé ensuite par Euler. Alors voilà, le système de Cardan, c'est donc 3 axes. Euler, il a essayé de ramener ça à 2 axes, et il y est arrivé, mais c'est plus compliqué. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est déjà assez intéressant à observer. Bon, regardez, c'est assez simple. Hein. Vous avez une position initiale autour de 3 axes. Vous faites tourner l'axe autour de l'axe X. Ensuite, bon, l'axe X ayant permis le mouvement des 2 autres axes, vous faites tourner l'objet autour de l'axe Y et ensuite autour de l'axe Z. Vous arrivez à une position finale qui est celle-ci. Mais vous pouvez passer aussi par un autre schéma, qui est de passer de la rotation autour de l'axe X. Vous pouvez passer d'abord par une rotation autour de l'axe Z, ensuite Y, et vous avez le même résultat final. Donc vous voyez qu'en cinématique, lorsqu'il va s'agir de reconstruire des images, si on veut savoir exactement ce qui s'est passé dans le mouvement, le simple repérage anatomique que l'on a vu tout à l'heure ne suffit pas pour comprendre ce qui s'est passé pendant toute la durée du mouvement. Pire que cela, s'ajoute à ça le fait que pour un système à 3 dimensions, vous avez obligatoirement toujours 6 possibilités, on va y revenir. Donc ceci est commutatif, mais toutes les autres ne sont pas commutatifs. Si vous vous amusez avec ça, vous verrez que vous n'arrivez pas au même résultat final. Pourtant, vous avez tourné toujours autour des mêmes axes. Donc le système n'est pas commutatif, ce qui est donc quelque chose qui complexifie encore la reconstruction de l'image. Puisque les images que l'on va chercher à enregistrer sont forcément chaque fois des photographies que l'on va ensuite essayer de mettre en mouvement au travers de modèles, donc de paradigmes mathématiques. Voilà, pour illustrer cela, vous voyez si séquence A, la séquence 1, pardon, vous faites tourner le cube autour de l'axe, appelons-le ici l'axe X par exemple, vous avez donc à ce moment-là le S qui apparaît devant vous, ensuite vous faites tourner autour de l'axe Y et vous voyez le D apparaître devant vous avec 3 cases de déplacement. Séquence 2, toujours le S, mais vous commencez cette fois par la rotation autour de l'axe Y, vous voyez le D apparaître, et ensuite vous faites la rotation autour de l'axe X, et bien cette fois, c'est le S qui apparaît. Ça, c'est la preuve de la non-commutativité du système. Et vous voyez qu'en plus, il ne se situe pas du tout au même niveau. Donc, tous ces problèmes-là doivent être tenus en compte. C'est pour vous montrer que ce n'est pas aussi simple que parfois les ostéopathes l'ont pensé, que de reconstituer un mouvement dans l'espace. Donc nous avons déjà vu les angles anatomiques, le système lié à l'articulation, les angles de Cardan, et je passe sur les angles d'Euler, qui sont un peu redondants par rapport à ce que je viens de dire. Il existe aussi d'autres modèles qu'on appelle twist-tilt,